Bonjour à tous. Avant d'attaquer la vidéo, je voulais préciser que la plupart de mes affirmations et la plupart des choses que j'ai dites ont été dites et sourcées dans ce livre, Tim Burton, l'itinéraire d'un enfant particulier, qui m'a énormément aidé pour mes recherches sur chacun des films. Bon, c'est pas parfait, hein, il met un peu trop en avant ce film qui n'est pas réalisé par Tim Burton, je le rappelle, mais en fait, c'est un film que je vous recommande si vous voulez en savoir plus sur la vie de Tim Burton. Moi, il m'a beaucoup aidé. Allez, bonne vidéo. Bonjour à tous. Ça fait longtemps que je vous dis que je creuse ma cinéphilie. Et vous savez, creuser sa cinéphilie, ça signifie trouver des réalisateurs ou des styles qui nous affectent particulièrement. Et c'est d'autant plus vrai que beaucoup de réalisateurs ont leur propre style particulier en termes de réalisation. Et parmi ces réalisateurs, il y en a un qui m'a toujours fasciné par l'univers qu'il a créé autour de lui. Tim Burton. Tim Burton fait partie de ces réalisateurs qui ont tout de suite captivé mon regard, notamment à l'adolescence où j'ai eu mon premier contact avec l'univers de ce réalisateur, avec des films comme Batman, Édouard aux mains d'argent ou encore Mars Attack. Même si, paradoxalement, mon premier contact avec Tim Burton, c'était avec un film qu'il n'a pas réalisé, mais dont l'empreinte dessus était extrêmement forte, à savoir L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'année dernière, j'ai travaillé à faire une rétrospective sur mon réalisateur préféré, à savoir Steven Spielberg. Et l'exercice m'ayant beaucoup plu, j'ai décidé de refaire cette fois-ci avec Tim Burton. Mais avant toute chose, un petit retour sur sa vie. Tim Burton est né en 1958 à Burbank, en Californie, ou comme il l'appelle, l'antichambre de Hollywood, puisque c'est à peine à quelques mètres des usines et studios de 3 géants cinématographiques, Disney, Warner et Universal. Tim Burton décrit son enfance comme solitaire, avec une passion notable pour les choses morbides, même s'il a vécu dans une famille qui a tout fait pour être une famille typique américaine. Le truc, c'est que Tim Burton aimait beaucoup terroriser les enfants de son quartier avec des histoires d'invasion extraterrestre et ayant même simulé une scène très gore avec son frère cadet. Un charmant bambin. Tim Burton s'intéressera rapidement au cinéma, mais plus spécifiquement aux films de monstres et aux films de série Z, tels que Scream Blacula Scream ou The Brain That Wouldn't Die. C'est d'ailleurs à l'âge de 13 ans qu'il commencera à tourner des courts-métrages tels que The Island of Dr. Agor, un court-métrage filmé en Super 8. C'est à 18 ans qu'il se fait remarquer avec une histoire en vers qu'il illustre lui-même, The Giant Zig. Et j'ai bien dit qu'il illustre lui-même, parce qu'avant d'être réalisateur, Tim Burton, c'était un dessinateur, et il voulait même se tourner vers l'animation en priorité. Après son diplôme, il se tourna naturellement vers la California Institute of Arts, école d'animation duquel sortent par ailleurs des réalisateurs tels que Brad Bird, John Lasseter ou Henry Selick. C'est dans cette école que Tim Burton réalisera 2 autres courts-métrages, L'attaque du monstre céleri et Doctor of Doom. Et les courts-métrages de Tim Burton lui permettront d'être embauché dans la société Disney.
Ce qui aurait pu être un job de rêve, mais qui tourna très vite au cauchemar. Burton et Disney ne s'accordent tout simplement pas sur la direction artistique. Burton a des visions et des concepts beaucoup trop glauques pour le studio aux grandes oreilles. Et même si son court-métrage Vincent fut un joli petit succès, il sera quand même boudé par les studios Disney. Il faut savoir que Disney donnait plusieurs chances à Tim Burton, mais qu'il ne retenait quasiment aucune de ses idées. Par exemple, la société Disney avait proposé à Tim Burton de travailler sur des concepts pour Taram et le chaudron magique. Mais la société Disney ne retena aucune de ses idées. Et ainsi s'enchaînèrent les courts-métrages qui apportèrent leur lot de soucis entre Burton et Disney, Hansel et Gretel et Luo. Et ce fut finalement avec Frankenweenie que la rupture se fera définitivement. Après une dernière tentative avec un court-métrage, Aladdin and his Magic Lamp, il fut très rapidement évident que Disney allait se séparer de Burton. Mais fort heureusement, la chance lui sourit lorsque la société Warner cherchait un réalisateur pour faire un film sur une star de l'époque, Paul Rubens. Une amie montra Frankenweenie à ce dernier et du coup il recommanda Tim Burton, ce qui arrangea beaucoup la société Warner qui cherchait un réalisateur débutant, pas trop expérimenté, facile à manipuler et pas très cher. Et donc, en 1985, sortit le film Pee-wee Big Adventure, qui est beaucoup plus un film de commande où Burton n'avait pas trop son mot à dire en termes artistiques, Paul Rubens ayant le fin mot de son show. Malgré tout, ce fut un tournage terminé en moins d'un mois, sans dépassement budgétaire, alors qu'il avait eu un budget de 7 millions de dollars. Et ce fut sur Pee-wee que Tim Burton rencontra son collaborateur fétiche, l'homme avec qui Tim Burton a partagé le plus sa carrière, le compositeur Danny Elfman. Et résultat, le film fut un succès, 40 millions de dollars de recettes, ce qui permit à Burton de bien se faire remarquer des studios Warner. Et après quelques propositions de films n'intéressant pas Burton, ce dernier obtint l'occasion de réaliser un film en 1988, Beetlejuice. Véritable vent frais dans la carrière de Burton, qui se sent enfin libre de faire ce qu'il veut, il se lâche totalement pour faire son univers dans Beetlejuice. Et cela paye, car avec un budget de 15 millions de dollars, le film obtient un excellent succès critique et commercial de 75 millions de dollars. Avec 2 succès d'affilée, la Warner a suffisamment confiance en Tim Burton pour lui accorder son premier projet de blockbuster. Un film de super-héros qui remodèlera complètement l'image du personnage principal bien connu et dont aujourd'hui le film qu'il a réalisé lui accordera l'aura qu'on lui connaît aujourd'hui, Batman, qui fut son premier succès colossal avec 411 millions de dollars de bénéfices pour un budget de 35 millions de dollars. Mais malgré ce succès, les choses ne sont pas vraiment en bon terme entre Burton et la Warner. Cette dernière veut absolument que Burton fasse la suite de Batman. Mais Burton, vidé moralement par le tournage du premier volet, voulut se mettre à un film plus intimiste, plus proche du genre d'histoire qu'il voulait faire. Il s'orientera donc cette fois vers la 20th Century Fox pour réaliser en 1990 Édouard aux mains d'argent, qui a eu également un gros succès et qui signera la première collaboration entre Burton avec un jeune acteur à l'époque, à savoir Johnny Depp. Suite au succès de Édouard aux mains d'argent, la Warner, qui regrettait amèrement de ne pas lui avoir accordé la réalisation de ce film, décida cette fois-ci de le recruter pour la suite de Batman auquel la Warner tenait tant, mais cette fois-ci en lui laissant une liberté artistique totale, ce qui permit à Burton de se lâcher, peut-être un peu trop d'ailleurs, parce que Tim Burton a eu une volée de bois vert à cause de ce film parce qu'il était jugé beaucoup trop violent. Bon, malgré tout, ce fut un succès très estimable avec 200 millions de dollars de recettes pour 80 millions de dollars de budget. Entre-temps, en 1994, Burton tiendra à faire une adaptation d'un poème qu'il avait écrit dans sa jeunesse. Mais pour des raisons d'emploi du temps, il ne sera que scénariste et producteur sur un film d'animation qui sortira sous les studios de Touchstone Pictures, une filiale de Disney, réalisé par Henry Selick, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Son aura est tellement imprimée dans ce film que son nom apparaît dans le titre original, Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Mais si je parlais de problème d'emploi du temps, c'est parce qu'à ce moment-là, Tim Burton était à la réalisation d'un autre film. Un film qui sera sur le pire réalisateur de l'histoire du cinéma,
Ed Wood. Et qui fut aussi également son premier gros échec commercial. Le film fera des recettes de 5 millions de dollars alors qu'il a coûté 18 millions. Et pourtant, c'est un film accueilli favorablement par la critique. Et malheureusement, c'est à partir de ce film que l'effet Burton va clairement s'estomper. Accrochez-vous, ça va faire mal. Suite à l'énorme échec de Ed Wood, Burton réalisera le film Mars Attack en 1996, qui sera également un échec commercial, mais qui cette fois-ci sera très fortement houspillé par les critiques américaines, le film étant une satire totale sur la société américaine. De plus, il a cette année une concurrence extrêmement forte, avec Independence Day de Roland Emmerich. Après un projet avorté sur un film sur Superman avec Nicolas Cage, Superman Lives, Burton réalisera en 1999 Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, film qui aura un honnête succès de 200 millions de dollars au box-office et recevra un accueil plutôt positif, de quoi donner espoir à ce que la machine Burton se relance malgré ses deux précédents échecs. « 2001, la planète des singes », qui sera un succès commercial, parce que le film remboursera facilement son budget, mais la critique le plombera à mort. C'est facilement le film le plus décrié de la filmographie de Burton. Ceci dit, malgré tout, puisque c'est un succès commercial, cela a permis à Burton d'avoir un peu plus de liberté artistique sur son film suivant, en 2003, Big Fish, qui a des accueils critiques plutôt favorables, mais qui ne remboursera son budget qu'à l'international, ce qui est un nouveau coup de poignard dans la carrière de Burton. Fort heureusement, en 2005, il pourra se remettre flot avec deux succès commerciaux, Charlie et la chocolaterie et Les noces funèbres. En 2007, Burton retrouvera sa patte Sleepy Hollow avec cette fois-ci Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, qui aura un petit succès surtout à l'international. Mais ce sera véritablement en 2010 que Tim Burton aura sa carrière reboostée, avec Alice au pays des merveilles, produit par Disney, qui raflera plusieurs récompenses et aura un très joli succès. Allez Tim Burton, bon, t'as pris du plomb dans l'aile, t'as pris quelques coups de poignard, mais je suis sûr que maintenant, vu que tu es reboosté au niveau commercial, tu vas pouvoir te remettre à flot, bordel de merde! Ah. 2012, Dark Shadows. Le film ne parviendra à se rembourser qu'à l'international et aux États-Unis, ce sera catastrophique. Sur les 245 millions de dollars de recettes qu'il a fait, à peine 80 millions aux États-Unis, pour un budget de 150 millions de dollars. Et au niveau accueil critique, c'est pas ça non plus. Même chose la même année pour Frankenweenie, 80 millions à l'international pour 35 millions aux États-Unis. Bon, c'est moins grave que Dark Shadows vu que le budget était de 39 millions, mais quand même, deux coups de plomb sur Tim Burton, ça ne fait pas du bien. Je pense que c'est à partir de là que la carrière de Tim Burton atteindra le point de non-relevé. En 2014 sort le film Big Eyes, qui a un petit succès mais qui passera relativement inaperçu. Et en 2016, Miss Peregrine et les enfants en particulier devra compter sur les recettes internationales pour se rembourser. Et son dernier film en date, le remake de Dumbo sorti en 2019, il connaîtra le même sort que ses derniers films. Un remboursement des frais uniquement à l'international. Et pourtant, l'accueil critique pour Dumbo était plutôt favorable. Depuis, niveau cinéma, je ne sais pas où en sont les plans de Tim Burton. Je sais juste qu'il travaille sur une série TV, Wednesday, qui devrait sortir cette année. Mais bon, même si l'aura de Burton a fortement perdu de son éclat, il serait faux de dire que Tim Burton n'est pas un réalisateur majeur de la pop culture. Beaucoup de ses films sont encore cultes encore aujourd'hui, et il a quand même laissé une empreinte sur pas mal d'icônes. Batman, par exemple, qui a connu son aura ténébreuse grâce à son premier film. Comme vous l'avez compris, j'aime énormément la filmographie de Tim Burton.
Mais avant de nous y attaquer, il est important de se pencher sur ce qui l'a inspiré. Comme je l'ai dit, Tim Burton a vécu une enfance solitaire de par ses centres d'intérêt et son goût pour le morbide. Il n'est donc pas étonnant de voir que les marginaux sont le genre de personnages qu'il adore. La totalité de ses films parle de ces gens un peu spéciaux, poétiques, mais qui ne sont pas adaptés à la société. Mais si les marginaux est sa thématique principale, Tim Burton en a une autre à côté. La découverte d'un nouveau monde. Dans la plupart de ses films, Tim Burton nous entraîne dans un monde, dans un univers qui a ses propres codes et qui nous sortent de l'ordinaire. Dans ses références cinématographiques, il y a à boire et à manger. On peut retrouver une inspiration envers l'expressionnisme allemand, notamment avec Nosferatu de Murnau, mais on retrouve également dans ses inspirations des films de série Z, notamment avec un acteur en particulier, Vincent Price. Vincent Price, c'est l'acteur qui a énormément inspiré Burton dans sa filmographie, et c'est lui qui va inspirer beaucoup de personnages tragiques, de personnages dramatiques, mais surtout de personnages gothiques. Car oui, Tim Burton utilise beaucoup l'esthétique gothique. Dans la plupart de sa filmographie, la mort et le macabre ne traînent jamais loin. Mais pas pour faire quelque chose d'effrayant, paradoxalement. Et dans son inspiration gothique, il faut beaucoup chercher du côté de la littérature, notamment un écrivain extrêmement connu, Edgar Allan Poe. Connu comme un poète maudit, il n'est pas étonnant que Poe ait fortement inspiré Burton, tellement la poésie morbide est un cheval de bataille chez le poète. Je vous invite à lire ses écrits sur Wikisource pour vous en rendre compte. Tressaillant au bruit de cette réponse, jetée avec tant d'à-propos. Sans doute, dis-je, ce qu'il prononce est tout son bagage de savoir, qu'il a pris chez quelques maîtres infortunés, que le malheur impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu'à ce que ses chansons n'eussent plus qu'un seul refrain, jusqu'à ce que le de profundis de son espérance eût pris ce mélancolique refrain, jamais, jamais plus. Mais le corbeau, induisant encore toute ma triste âme à sourire, je roulai tout de suite un siège à coussin en face de l'oiseau et du buste et de la porte. Alors, m'enfonçant dans le velours, je m'appliquai à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire entendre en croissant son jamais plus. Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais n'adressant plus une syllabe à l'oiseau, dont les yeux ardents me brûlaient maintenant jusqu'au fond du cœur. Je cherchais à deviner cela, et plus encore, ma tête reposant à l'aise sur le velours du coussin que caressait la lumière de la lampe. Ce velours violet, caressé par la lumière de la lampe que sa tête à elle ne pressera plus. Ah, jamais plus. Mais si la poésie de Poe va énormément inspirer l'univers gothique de Tim Burton, au niveau de son style graphique, il faudra plus se pencher vers un animateur du nom de Dr. Seuss. Si vous ne savez pas qui c'est lui qui a créé le Grinch. Bon, maintenant je pense que nous pouvons rentrer dans le vif du sujet, la rétrospective.